Bienvenue sur Ici Éco. Le Conseil des ministres a validé cette semaine les motifs du projet de loi sur la restructuration des banques. De nouvelles séances sont prévues pour poursuivre son étude autour de deux principes que le gouvernement présente comme complémentaires, la protection des droits des déposants et la relance du secteur bancaire, afin qu'il retrouve son rôle dans le financement de l'économie et la stimulation de la croissance. L'objectif principal du gouvernement est d'accélérer l'adoption de la loi sur le lever du secret bancaire, ainsi que celle relative à la restructuration du secteur bancaire afin de répondre aux exigences du Fonds monétaire international avant le départ de la délégation libanaise aux réunions de l'institution prévues le 21 avril. L'objectif à ce stade est de faire bonne figure auprès du FMI dans l'espoir d'obtenir un nouvel accord de financement. C'est d'ailleurs ce qu'ont souligné le chef de la délégation du FMI à Beyrouth, Ernesto Ramirez Riego, et le représentant résident du FMI, Federico Lima, lors de leur dernière rencontre avec le ministre des Finances, Yassine Jaber. Ils ont déclaré que le Liban doit adopter ces lois avant les réunions avec les hauts responsables du fonds à Washington. Si le gouvernement souhaite progresser dans les négociations autour du programme du FMI. Durant cet épisode, je reçois Maître Elie Chamoun, qui est avocat de l'Association des banques du Liban, pour parler plus en détail des lois sur la modification du secret bancaire et de la réorganisation du secteur bancaire, dire restructuration. Donc, quelles sont les observations du secteur bancaire et de l'Association des banques à propos de ces lois et comment ces textes se répercutent sur le secteur. Donc, pour commencer, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Plaisir est pour moi, merci. Comment évaluez-vous la gestion actuelle du dossier bancaire par le gouvernement? Écoutez, je pense que le gouvernement est plutôt en train d'approcher ces deux thèmes de restructuration et de la modification de la loi sur le secteur bancaire sous la pression du FMI. Et pourtant, on est un peu étonné de l'importance que le FMI est en train d'accorder à ces deux lois, ces deux projets actuels et de la pression qui est en train d'être faite, exercée sur le gouvernement pour le pousser à terminer au plus vite ces lois. Pourquoi on est étonné? Parce que premièrement, un petit rappel sur le régime actuel de la loi sur le secret bancaire. Depuis 2022, la loi de 2022, 306, est venue modifier d'une manière drastique l'ancienne loi de 56 sur le secret bancaire. Elle a créé deux catégories de citoyens. Premièrement, les Politically Exposed Persons, les PEP. Les PEPs, les présidents, conseils d'administration, directeurs généraux, directeurs exécutifs des banques, commissaires aux comptes, les membres du conseil d'administration d'associations à tendance politique, etc. Pour toutes ces catégories, le secret bancaire a été entièrement levé. C'est-à-dire que donc, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus de raison qui empêche toute autorité publique de venir enquêter sur les comptes de cette catégorie de personnes. On a, pour l'autre catégorie, c'est-à-dire le commun des mortels, on a maintenu le secret bancaire tout en permettant à certaines autorités importantes d'y avoir accès. Parmi ces autorités, nous avons les autorités fiscales, par exemple, et nous avons les tribunaux, surtout exerçant en matière pénale, et nous avons la Banque centrale et la Commission de contrôle des banques. Donc, on se demande qu'est-ce qui reste du secret bancaire pour que le FMI ait autant besoin de le voir modifié.
Ce qui est resté jusqu'à présent, c'est que dans la loi actuelle, avant donc la modification projetée, la Banque centrale et la Commission de contrôle des banques pouvaient avoir accès à n'importe quel compte, donc il n'y avait pas de secret bancaire opposable à eux. Ils pouvaient demander des informations générales sur toute une catégorie de déposants, mais le seul problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas, quand ils demandaient, ils faisaient une demande pour avoir accès à une catégorie Et de non citoyens, pas à tous les citoyens. non, à une grande catégorie Oui. de déposants, ils ne pouvaient pas avoir accès à leur nom. C'était par matricule, c'est ça? Oui, par exemple, aujourd'hui, la Banque centrale vient demander d'avoir accès à toutes les informations concernant tous les comptes des déposants dans une branche, par exemple. La banque était obligée de leur donner ces informations sans révéler le nom des titulaires de compte. Maintenant, toute cette question de modification consiste à attribuer à la Banque centrale et à la Commission de contrôle l'accès au nom. Oui, nous allons parler à propos de la Commission. Mais avec effet rétroactif. Oui, c'est ça. Nous allons parler de l'effet rétroactif. Voilà. Mais revenons au projet de loi relatif au traitement de la situation des banques au Liban. Vous avez préparé en tant que bureau juridique de l'association des banques une étude détaillée du projet de loi, donc lançant une véritable alerte avec ces observations. Quels sont ces principaux points soulevés par l'association? Nous allons discuter point par point, mais d'une façon macro. Donc, quels sont les principaux points soulevés par l'association? Je vais vous parler un peu des idées forces de ce projet. Avant de commencer par le contenu, il y a une petite observation concernant le timing. Ce projet de loi est un projet de loi technique destiné en principe à réformer le secteur bancaire. La loi est présentée comme étant une loi générale qui ne s'applique pas seulement à la situation actuelle des banques, mais qui est destinée à régir à l'avenir toute résolution, toute cessation de paiement d'une banque quelconque. Elle est présentée comme ça, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle est présentée et destinée à être votée contre toute logique. En général, vous commencez par déterminer quelles sont les pertes et comment répartir les pertes entre les banques avant de déterminer comment... La façon. Avant de déterminer comment la banque va assumer une partie de ses pertes, quelle est l'importance des pertes qu'elle doit assumer, et à la lumière de cette répartition des pertes, venir évaluer la banque, venir demander aux actionnaires ou à toute autre personne qui veut bien intervenir, tout investisseur, de venir injecter des fonds pour pouvoir continuer. Mais le point de la répartition des pertes est un point extrêmement délicat parce qu'il concerne tous les déposants. À l'heure actuelle, je vais rester large, on n'a pas intérêt à résoudre ce problème pour les autorités, je parle, n'est-ce pas? Pour plusieurs raisons. Premièrement, nous sommes à l'approche des élections. Si jamais il va y avoir... Il faut toucher aux déposants, c'est catastrophique. Voilà. Pour les... Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, le problème crucial, essayons de la journée, et on va commencer contre toute logique par réformer le secteur. Bien. Pour réformer le secteur, ils se sont heurtés à un point. Comment évaluer une banque? Pourquoi le point est important? Parce que qu'est-ce qu'il faut évaluer dans une banque? Si vous voulez prendre l'actif de la banque, cet actif va contenir les droits de la banque, c'est-à-dire
les dépôts que la banque a faits auprès de la Banque centrale, n'est-ce pas? Bien. Comment évaluer ces dépôts? Alors, afin de résoudre ce problème d'une manière provisoire, le projet de loi est en train de dire non, vous considérez que tous les dépôts jusqu'à présent sont gardés à la valeur nominale. Il restait un autre point qui était aussi la perte des eurobonds. Alors, pour les eurobonds, par contre, le projet de loi est venu faire assumer aux banques les conséquences du défaut de paiement de l'État, en voulant leur dire, écoutez, si les dépôts, vous les gardez dans votre bilan à la valeur nominale, par contre, concernant les eurobonds, vous allez prendre la valeur du marché. Autrement dit, vous allez faire payer aux banques environ 85% au moins de la valeur des eurobonds, donc en faisant assumer aux banques dès à présent les conséquences du défaut de paiement de l'État. Donc, partant de là, le projet de loi a commencé à vouloir restructurer de la manière suivante. Premièrement, ce qui attire l'attention et qui est très important, c'est le but exprimé de la loi. Le projet de loi détermine quels sont les objectifs de cette loi. Parmi les objectifs, à part la restructuration, n'est-ce pas, il y a essentiellement le fait de limiter l'utilisation des deniers publics. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, j'avais une question à propos de ça, donc si vous permettez. Oui, je vous en prie. Mais avant, les auteurs de ce projet vous accusent, vous, comme en tant que banque certainement, que les banques rejettent toutes les clauses en faveur de la réforme du secteur. Pas de fusion, ni de liquidation, ni de responsabilité assignée, ni de conditions de continuité, ni de recours aux fonds propres. Donc, en somme, ils vous accusent de rejeter le projet dans son intégralité. Quelle est votre réponse? Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Nos observations, je peux vous les communiquer, elles ont été communiquées d'une manière ou d'une autre à la presse. Ces observations sont de deux sortes. Il y a des observations de principe et il y a des observations techniques qui tiennent à la mauvaise définition de concept du droit bancaire. Comme je peux vous donner des exemples, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup les auditeurs parce que c'est des cas très techniques. Et il y a des critiques qui sont adressées à la philosophie et à l'esprit du projet. Donc, concernant la technique juridique utilisée, par exemple, je peux vous donner comme exemple le dépôt fiduciaire qui est écarté de la catégorie des dépôts ordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le dépôt fiduciaire est un dépôt qui se fait au nom d'un établissement financier. Mais ils oublient qu'il se fait au nom de cet établissement pour le compte de déposants ordinaires. Donc, le dépôt en soi, le bénéfice du dépôt revient aux déposants ordinaires, pas à l'établissement. Il ne fallait pas le séparer. Voilà, par exemple. Ce texte fixe le cadre général de la restructuration en attendant une future loi sur le rééquilibrage du système financier. Certain. Mais que se passe-t-il si cette loi n'est jamais adoptée? Voilà. Et comment peut-on parler de restructuration sans évaluer précisément les dettes, les pertes, les dettes et les responsabilités, et surtout parler ici d'engagement de l'État, de la Banque du Liban et de la Banque du Liban envers les banques? Voilà. Qui est l'autorité chargée de superviser toute la restructuration? C'est l'autorité qui émane de la Banque centrale, c'est-à-dire essentiellement le gouverneur, un vice-gouverneur, le président de la commission de contrôle, le président de l'Institut de garantie des dépôts, un économiste et un juriste. Bien, qui
qui est l'organisme, ou si vous voulez, qui est la cause du défaut dans le remboursement des banques? C'est bien cette même autorité. Malgré tout mon respect envers les composants actuels, le gouverneur actuel, la présidente de la commission de contrôle, les vice-gouverneurs, c'est des gens très respectables. N'empêche que c'est la Banque centrale qui a fait défaut. Et la Banque centrale qui a fait défaut est en train de superviser maintenant la restructuration des banques, du secteur bancaire. Donc ça, c'est un peu une contradiction. Mais certaines estiment, vous voulez ajouter? Oui, je voulais continuer que, pour répondre à votre question, c'est ça le problème. Pour éviter d'adresser particulièrement la perte et la répartition des pertes, on est venu dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, écoutez, vos dépôts à la Banque centrale, vous allez les considérer provisoirement comme étant des dépôts remboursables. Par contre, on vous fait assumer dès maintenant la perte des eurobonds. Donc, venez maintenant injecter de l'argent pour résorber la perte des eurobonds. C'est ça en termes généraux. Certains estiment que forcer les banques à rembourser une partie des dépôts par la cession des créances détenues par l'État ou la BDL en faveur des déposants est inacceptable. Vous dites quoi? Ce n'est pas un problème de cession des créances en faveur des déposants. Les banques, au contraire, souhaiteraient pouvoir céder toutes les créances qu'elles ont au profit des déposants. Parce que cela leur permettrait de rembourser en quelque sorte les déposants et, en fait, de leur demander de récupérer leurs créances de l'organisme qui, lui, a fait défaut, qui est la Banque centrale. Mais est-il vraiment juste de ne pas utiliser les fonds publics pour réparer la situation du secteur bancaire? Écoutez, ça, c'est vraiment, comment vous dire, c'est une opinion qui se présente un peu comme étant une opinion vraie, mais en réalité qui cache quelque chose qui est extrêmement faux. Les banques n'ont jamais demandé l'utilisation des deniers publics. Les banques sont des déposants. Comme vous avez déposé votre argent dans une banque, la banque n'a pas prêté à l'État, et encore une fois, n'a pas prêté à la Banque centrale. Et je tiens à corriger cette erreur commune. Les banques sont venues déposer leur argent comme des déposants auprès de la Banque centrale. Elles sont venues déposer une grande partie de leurs fonds tout en appliquant les circulaires. Malgré elles, en application des circulaires, notamment de la circulaire 62, et en application des règles de traitement que la Banque centrale, à l'époque, avait imposées. Ce que les gens ne savent pas, par exemple, c'est que toutes les opérations de change que les banques faisaient avec les clients, elles voulaient, par exemple, vous achetez d'une banque 100 000 $. La banque libanaise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'adresse à la Banque centrale, elle demande à la Banque centrale de lui vendre 100 000 $ pour vous les vendre à vous. La Banque centrale, à ce moment, du temps du gouverneur Salamé, imposait la condition suivante aux banques. Moi, je vous vends 100 000 $, mais vous, en échange, vous déposez chez moi 100 000 $ que vous bloquez entre 3 ans et 7 ans. Donc, il y avait d'une part la circulaire 62 qui imposait aux banques de ne pas pouvoir mettre à l'étranger des dépôts dépassant 25% de leurs capitaux propres, ce qui signifie qu'il fallait les déposer auprès de la Banque centrale. En plus, la Banque centrale imposait
dans le cadre des traitements avec les banques que les banques bloquent un argent équivalent à toutes les opérations de change qu'elles faisaient auprès de la Banque centrale entre 3 et 7 ans. Donc, ceci a amené les banques à devenir exposées à la Banque centrale. Également, je tiens à rappeler aussi que, contrairement à ce que les gens pensent, c'est à titre de rappel, les banques avaient accordé au secteur privé 50 milliards de dollars et la Banque centrale elle-même détenait au moment de la crise environ 34 milliards de dollars. Si les banques avaient pu récupérer les 50 milliards de dollars en dollars et si les 34 milliards n'avaient pas été utilisés pour financer la contrebande, faisant assumer à la Banque centrale 20 milliards de dollars, à ce moment, les 50 plus les 34 auraient été à même de rembourser actuellement tous les déposants. Oui. Juste pour dire que le projet prévoit la création d'une haute autorité bancaire composée de 6 membres, le gouverneur de la Banque du Liban, un directeur adjoint, le président de la commission de contrôle des banques, un juriste, un expert bancaire et le président du fonds de garantie des banques. Aucun représentant des banques n'y figure. Est-il légal d'exclure les banques de cette instance? Écoutez, c'est ça. Ils étaient en train de dire, quand on a demandé à être représenté au sein de cette commission, on est venu nous dire, mais il y a un conflit d'intérêts. Moi, je trouve que le conflit d'intérêts est tout autre. Premièrement, le conflit d'intérêts réside dans le fait de donner à cette autorité qui représente la Banque centrale, qui est, elle, en défaut de paiement, de venir restructurer le secteur bancaire en raison du défaut de paiement que cette autorité a fait. Pas l'autorité elle-même, mais enfin la Banque centrale qu'elle préside. Deux, un représentant des banques dans cette commission aurait constitué un membre parmi 7 membres. Et l'autorité prend ses décisions à la majorité. La seule utilité du membre aurait été non pas de bloquer, parce qu'il ne peut pas bloquer en raison du vote majoritaire, mais il aurait pu exprimer les craintes, les problèmes du secteur bancaire et permettre de familiariser les autres membres avec ce qui se passe dans le secteur. L'article 7 donne à la commission de contrôle et à la haute autorité la mission d'évaluer chaque banque, déterminer sa valeur nette et ses pertes, puis décider de sa restructuration ou de sa liquidation. Est-il raisonnable que le sort d'une banque dépende de cette évaluation sans droit de recours judiciaire? C'est un des grands problèmes et des grands défauts de cette loi. Aujourd'hui, dans aucun pays du monde entier, une autorité qui est quand même administrative et à qui on a donné des pouvoirs judiciaires, ce qui est encore le comble, prend ses décisions sans voie de recours. Maintenant, pour être objectif, l'évaluation qui est faite peut être contestée par la banque, mais c'est la même autorité qui revoit les causes de la contestation et qui décide si ces causes sont fondées ou pas fondées. Donc, en même temps, elle est juge et partie. Par ailleurs, et c'est là un autre problème, cette commission supérieure, cette commission compétente à qui on a confié le sort de la restructuration, a des pouvoirs exorbitants. Elle a les pouvoirs de révoquer les administrateurs, de nommer des gens à leur place. L'article 16 confère des pouvoirs très larges à la haute autorité, sans possibilité de recours contre ces décisions. Absolument. Mais ça, c'est dangereux. Hein? C'est dangereux. Oui. Ça porte atteinte mais aux légalement, droits de la défense qui sont... Mais il faut prévoir un droit de recours devant la justice, certainement, contre les décisions de cette commission.
c'est une de nos demandes. On n'est pas en train de contester les pouvoirs. Juste pour dire que, quel est le contexte de l'extension du rôle de la commission de contrôle donc des banques à ce moment précis, donc notamment malgré après la nomination du nouveau gouverneur Karim Salam, malgré l'opposition du Premier ministre Nawaf Salam à cette nomination, dont l'entourage semble dire vouloir prendre le contrôle de la commission via de prochaines nominations pour la mettre en opposition avec le gouverneur. Vous dites quoi avec le gouverneur Karim Saïd? Moi, je ne veux pas rentrer dans les considérations politiques et les nominations politiques. Je veux rester très objectif. Je veux faire appel à la logique des auditeurs, à leur bon sens, de la justice, de l'équité, encore une fois, en leur expliquant que les banques n'ont pas, comme certains le disent, n'ont pas volé leurs dépôts, puisque tous leurs dépôts sont à la Banque centrale et que si la Banque centrale les rembourse, tous les dépôts seront remboursés, ce qui montre donc que les dirigeants des banques n'ont pas volé leurs dépôts. Deuxièmement, comme tout déposant, comme le déposant demande à la banque de lui restituer son dépôt, les banques demandent à la Banque centrale de lui restituer ses dépôts, leurs dépôts. Également, si jamais la Banque centrale est en perte, il y a la garantie de l'État. L'article 113 du Code de la monnaie et du crédit garantit aux banques le comblement de tout passif dans le bilan de la Banque centrale. Donc, nous ne sommes pas en train de demander qu'on nous octroie une partie des fonds publics. On demande deux choses. Premièrement, remboursez-nous nos dépôts. Et deuxièmement, si vous n'arrivez pas à rembourser, vous, État, vous avez garanti la Banque centrale, alors, en exécution de votre garantie, remboursez les dépôts. De plus, l'article 12 définit les critères de défaillance ou de risque de défaillance. Est-il logique que ce soit la commission de contrôle qui détermine si une banque est en difficulté? Voilà, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-il logique? C'est une bonne question. Pourquoi une bonne question? Parce que la commission de contrôle a, contrairement à tout principe, en même temps, elle contrôle, elle procède à l'évaluation, elle contrôle l'évaluation faite par l'expert, elle fait des recommandations à l'autorité suprême qui est la commission compétente pour restructurer ou pas une banque, et elle fait partie de cette commission. Donc, elle recommande, elle contrôle, elle est à la fois partie et juge, comme d'ailleurs tous les postes qui forment cette commission. Et aussi, on remet en question ici les pouvoirs du directeur temporaire de la haute autorité qui pourrait-il avoir un contrôle total sur les actifs de la banque aussi? C'est ça ce qui est dangereux aussi. C'est à deux niveaux. Premièrement, au niveau de la commission elle-même a des pouvoirs énormes. Elle a un pouvoir de domination, ils utilisent ce mot, moi ça m'a choqué, un pouvoir de domination des banques. En même temps, elles peuvent révoquer ou nommer tous les administrateurs qu'elle veut. Elle peut, et ça c'est une première dans le monde entier, elle peut demander aux actionnaires, aux grands actionnaires, de rembourser une partie des profits que ces actionnaires ont obtenus dans le passé. Pourquoi je dis que c'est étonnant? Premièrement, quelle est la définition du gros actionnaire? C'est celui qui détient 5% d'une banque. Est-ce que détenir 5% d'une banque permet à cet actionnaire de pouvoir contrôler l'administration de la banque, de pouvoir s'immiscer dans la gestion de la banque avec 5%? C'est un très petit actionnaire. On peut venir rétorquer en disant que dans la loi 520, on définit le gros actionnaire comme celui qui détient 5%. Mais là, c'était pour contrôler ceux qui veulent devenir propriétaires des banques, c'est-à-dire pour contrôler qui va
dominer l'économie libanaise. Pas pour venir faire assumer une responsabilité à un petit actionnaire de 5%. Ça ne s'est jamais vu. D'autre part, les actionnaires changent. Une grande partie des actionnaires ont vendu des actions, surtout après la crise. Alors, à qui vous allez demander de restituer une partie des profits? Ça ne s'est jamais vu par ailleurs. Vous savez, vous, en tant qu'économiste compétent, vous savez que les actionnaires ont une responsabilité limitée dans la société. Vous ne pouvez jamais leur demander de venir contribuer au remboursement des pertes. Certainement. Bien plus, cette commission autorise, sur simple suspicion, là encore je n'ai jamais vu, suspicion, de venir poursuivre en justice les administrateurs, les membres, les directeurs exécutifs, ça je veux bien. Si jamais ils ont commis un délit, poursuivez tout le monde, qui vous voulez. Mais sinon, mais une question, est-ce que vous considérez que la banque et les administrateurs de la banque qui ont déposé leurs fonds auprès de la Banque centrale, c'est-à-dire qui ont fait confiance à l'État, sont fautifs? Est-ce que, parce que qui est en train de les juger? C'est l'État, représenté par cette commission. Oui, par cette commission. Alors, est-ce qu'il vous semble logique que l'État qui décide la restructuration soit en train de faire assumer aux dirigeants une responsabilité parce qu'ils ont eu confiance en lui, parce qu'ils ont eu confiance en l'État? Moi, je trouve... il me reste quelques questions. L'article 4 du projet étend son application aux succursales étrangères des banques libanaises. Voilà, ça c'est encore une bévue. Et pourquoi il faut exclure les succursales de ce cadre? C'est très facile. Comme vous le savez, les succursales, c'est-à-dire les branches des banques à l'étranger, ont des déposants qui sont des déposants qui résident à l'étranger. Et ces déposants travaillent ainsi que la succursale, sous l'égide des autorités financières du pays où la succursale se trouve. Vous êtes en train de leur dire maintenant, vos autorités financières du pays étranger, les dépôts, ce que vous avez comme argent qui sert à couvrir vos déposants dans votre pays, on va essayer de les prendre et les répartir avec les déposants qui se trouvent au Liban. Quelle va être la réaction de l'autorité? Elle va venir vous dire, écoutez, moi je ferme tout de suite. Moi, comme vous devez protéger vos déposants dans votre pays, moi je dois protéger les déposants, dans mon pays. Et en conséquence, d'ailleurs, si vous vous rappelez, c'était la réaction de Chypre. Chypre avait demandé de constituer une provision couvrant à 100% tous les dépôts des déposants auprès d'elle, auprès de la branche chypriote. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les autorités ne vont pas accepter. Et que si jamais vous êtes en train de leur lancer un message, ça va être le message fermer, liquider la succursale étrangère de la banque, si vous voulez protéger vos citoyens. Les citoyens. L'article 10 concerne les principes d'évaluation et la désignation des évaluateurs indépendants. Oui. Quelle est l'importance de ce principe de considérer les créances envers l'État et la BDL comme des actifs liquides pour le calcul des ratios de solvabilité et de liquidité? Ça, parce que, écoutez, ils ont été obligés de prendre cette décision parce que, justement, la logique aurait été de déterminer la répartition des pertes pour savoir ce que la banque va devoir assumer. Ne pouvant pas le faire, ils ont décidé de considérer que les dépôts auprès de la Banque centrale restent à la valeur nominale, mais par contre, si vous voulez, en prenant une position médiane, par contre, en ce qui a trait aux eurobonds, vous allez assumer la perte. Juste pour dire, l'article 13 évoque les outils de restructuration, sauvetage interne, réduction des fonds propres, recapitalisation par des nouveaux investisseurs, fusion, transfert d'actifs ou de passifs. Ne devrait-on pas ajouter un apport de capital de la BDL comme contribution à la... On retourne ici à l'article 113.
Écoutez, la contribution de la BDL, c'est la moindre des choses. Moi, je dirais que ce n'est pas une contribution qu'elle rembourse au moins partiellement les dépôts que la banque a fait auprès d'elle. Mais il y a plus que ça. Quand vous êtes en train de donner, de faire assumer autant de pertes maintenant aux banques, et au risque que ces pertes augmentent suite à la loi sur le rééquilibrage du système financier qui vise encore à répartir les pertes. Quel est le message que vous êtes en train de donner à l'investisseur? Surtout ne viens pas, parce que tu vas perdre ton argent. Certainement. Et non seulement tu vas perdre ton argent, si tu confies tes dépôts à la Banque centrale, tu risques ta responsabilité et rétroactivement sur les 10 années qui précèdent. C'est-à-dire que si moi, maintenant, je veux rentrer en tant qu'administrateur dans une banque, je vais garder une épée de Damoclès sur ma tête d'ici 10 ans. 10 ans. Oui. Juste pour rappeler ici la crise de la banque Intra. L'État avait déboursé près de 155 millions de livres libanaises pour sauver les 17 banques. Oui. C'est un précédent à rappeler. C'est un précédent, et c'est un précédent à un double plan. Premier plan, encore une fois, l'État, à ce moment, avait déboursé de ses propres deniers, de ses propres fonds, l'argent. Alors que maintenant, dans le temps, il n'était pas débiteur, l'État. Maintenant, l'État et la Banque centrale sont débiteurs. On ne vous demande pas de faire comme l'État en 67. On vous demande de commencer à exécuter vos obligations. Et si jamais... Oui. Donc l'État, dans le temps, avait considéré que mettre en faillite 17 banques allait avoir un impact énorme sur l'économie. Donc, ce qui avait justifié l'intervention et l'injection de fonds publics, alors que maintenant, c'est toutes les banques, 45 banques qui restent maintenant, et tous les déposants, c'est-à-dire qui représentent, disons, 75% au moins de l'économie libanaise, on ne vous demande pas de venir les aider. On vous demande de rembourser vos dettes. Il me reste 2 questions. La modification du secret bancaire. Le texte prévoit la rétroactivité. Concerne-t-elle tous les dépôts, uniquement ceux suspects liés à des délits mais parlez-moi plus à propos de la rétroactivité. Oui. Écoutez, je vais commencer par vous dire une observation préliminaire pour que tout le monde puisse comprendre que là, quand je vais parler, ce que je vais dire maintenant n'a rien à voir avec les banques. Oui. Parce qu'encore une fois, le secret bancaire est entièrement levé sur les banques. Les banques n'ont rien à cacher. Vous pouvez aller dès maintenant exercer votre droit de contrôle sur tous les comptes de tous les dirigeants. Vous n'avez même pas besoin de cette modification. Cette modification touche le public qui ne fait pas partie ni des dirigeants des banques, ni des PEPS, c'est-à-dire le commun des mortels comme vous et moi, si je me permets. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de dire maintenant? Vous êtes en train de dire, écoutez, jusqu'à présent, la Banque centrale et la Commission de contrôle avaient le droit de revoir tous les comptes en vrac sans problème, d'avoir toutes les informations sans problème, mais maintenant, on va leur donner le droit d'accès aux noms en vrac, ce qui, en général, c'est ce qu'on appelle une phishing expedition, c'est-à-dire une pêche d'informations. C'est-à-dire, allez, vous n'avez rien en tête, si vous voulez, mais peut-être pour des raisons, je ne veux pas dire politiques, je vais laisser aux gens le soin d'imaginer pour quelles raisons. Voilà, on a envie d'avoir, si on peut récolter des informations concernant tel et tel et tel et tel, alors on a accès à ces informations en vrac et d'une manière rétroactive. Qu'est-ce que cela Mais à propos, signifie, oui, le principe de rétroactivité. C'est énorme, ça. Si vous vous rappelez,
dans le cadre d'une émission que j'ai eue avec vous, il y a 2 ans, j'avais mentionné que la loi à ce moment n'était pas rétroactive parce que le principe est la non-rétroactivité des lois. Principe d'ailleurs qui n'avait pas été vraiment appliqué par certains juges, malheureusement. Maintenant, on est venu leur dire non, nous allons vous donner un droit d'accès rétroactif aux informations. Qu'est-ce que cela veut dire? Et quel est le message que vous êtes en train de donner? Vous savez, le principe, un des principes les plus importants dans les lois et la législation d'un pays, c'est la stabilité et la sécurité. Autrement dit, pour donner un exemple plus pratique, aujourd'hui, la loi actuelle me permet d'exercer une activité conformément à ces conditions. Si j'agis conformément à ces conditions, en respectant la loi, je dois être assuré qu'on ne mette pas en cause ma responsabilité, de n'importe quel point. La rétroactivité ébranle cette stabilité. Pourquoi? Parce qu'elle vient dire, dans le temps où vous avez dit, si vous agissez conformément à la loi, vous êtes à l'abri, maintenant on vient vous dire, non, vous n'êtes plus à l'abri. Donc, quel est le message que vous lancez? Deuxièmement, finalement, vous allez avoir accès. Quel est le message que vous lancez aux investisseurs aussi? Vous savez, dans le temps, le Liban était un hub, un centre d'accueil des fonds de tous les pays arabes voisinants, etc., dont la situation, le système politique instable, il leur faisait peur. Alors, ils voulaient trouver un endroit familier, qui est un autre pays arabe, qui accueillait les fonds, le secret bancaire était préservé, etc. Et maintenant, vous voulez leur dire, on vous a dit dans le temps, votre secret bancaire... Mais non. Mais non, maintenant, non. Ce n'est plus le cas. On va vous remettre en cause. Donc, si jamais... Et là, c'est un problème parce que si vous voulez restructurer les banques ont besoin de dépôts maintenant. Et comment attirer les dépôts? Alors, comment attirer les dépôts si vous êtes en train de dire aux gens... Il me reste 30 secondes. Craignez-vous un scénario de remplacement des banques actuelles par de nouvelles banques avec de nouvelles licences? Écoutez, moi, je ne veux pas me lancer dans des spéculations, mais moi, ce que je peux dire, c'est que certainement, les mécanismes mis en cause, les pertes qu'on a l'intention de faire assumer aux banques, finalement, vont aboutir ou bien à liquider une grande partie, ou bien à affaiblir l'autre partie qui reste, ce qui va étrangement ouvrir la porte à de nouvelles banques qui vont venir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Maître Elie Chamoun. Vous êtes avocat de l'Association des banques. Merci. Merci, je vous en prie. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.